Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à un ou une chef d'entreprise, à une personnalité qui compte dans l'économie française. Bonjour Christophe Rollet. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général du groupe Point S depuis 2001, au cœur des enjeux de mobilité et de décarbonation, et vous publiez aux éditions Descartes et compagnie. Laissez-nous rouler sans stress. Évidemment, on va y revenir sur ce livre. Peut-être quelques mots sur Point S pour démarrer. Réseau mondial présent dans combien de pays, tiens? 52 exactement, dont la France, pays. Puisque l'origine est française. On est né il y a maintenant 54 ans, confondé par 50 négociants en pneus à l'époque, qui ont souhaité donner une image commune à leur identité visuelle, et d'où le nom de Point S, qui veut dire point comme point de vente, et S comme service, sourire et savoir-faire. Et puis on s'est développé en France. Et puis depuis les années 90, on a commencé à se développer à l'international sous la forme de master franchise ou de licence de marque, selon le cas des pays en question. On a vite progressé, on a structuré avec des équipes. Et aujourd'hui, on est présent dans plus de 6500 points de vente dans le monde, tous à l'effigie Point S, indépendants comme nous le sommes, parce qu'on est une enseigne indépendante également. Mais la marque reste bien sûr française. Avec même lyonnaise, même c'est une aventure lyonnaise. Absolument, notre siège mondial est à Lyon, effectivement, en province. On est parti de Boulogne-sur-Mer, on est venu à Rungis, puis à Goussainville, et puis maintenant on est sur Lyon depuis une douzaine d'années. Et c'est vrai qu'on a su créer une identité pour une coopérative, parce qu'en fait, Point S, c'est une coopérative à la base. Les actionnaires du groupe sont les adhérents, ceux qui la composent également. Et cette enseigne a su se développer dans le monde avec un nom, et ça c'est une vraie chance, qui se dit dans toutes les langues. Qui se dit dans pas mal de langues, et notamment dans tous les pays anglophones. Je vais donner quelques chiffres clés, alors qui datent de fin 2023. Chiffre d'affaires 4,8 milliards dans le monde. Vous disiez 6500 à date, c'était 6190. Plus de 31 000 collaborateurs, 22 millions, si je lis bien, de pneus vendus. Est-ce que, donc vous l'avez dit, on est à 6500 points de vente, ça veut dire que la croissance, elle est régulière, elle continue année après? Oui, le premier objectif, c'est d'arriver stratégiquement dans 3 pays nouveaux chaque année, avec un objectif, je ne vais pas dire final, mais de 100 pays avec 10 000 points de vente. Et j'ai plaisir à dire qu'il s'ouvre tous les jours au moins un point de vente, sinon 2 Points S par jour dans le monde. Donc ça, c'est une vraie satisfaction pour une enseigne indépendante, avec des objectifs également d'avoir une part de marché de 5% dans les pays où nous arrivons. Car l'idée n'est pas forcément d'avoir quelques points de vente dans un pays important, mais bien d'avoir un réseau structuré, mature, avec une identité visuelle, Point S bien entendu, et un fonctionnement qui se rapproche du fonctionnement en France, sous forme de coopérative, avec une proximité avec nos clients. C'est ce qui fait, je pense, la marque Point S à aujourd'hui. Prêt pour l'impact, c'est le nom de cette rubrique. Qu'est-ce que vous répondez à la question? Vous êtes prêt pour l'impact? Oui, on a déjà eu beaucoup d'impact dans notre histoire. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies sur les véhicules embarqués, avec l'aspect environnemental, bien sûr, lié de près au garage, parce que, bien sûr, on est considéré parfois à tort comme un polluant, alors qu'aujourd'hui, Point S et d'autres confrères ont contribué à la mise en place de filières qui permettent de récupérer et d'éliminer les principaux déchets qu'un garage produit, à savoir les pneumatiques, bien sûr, l'huile et également la ferraille. Et aujourd'hui, le système est organisé. On ne trouve plus ou quasiment plus dans la nature, aujourd'hui en France, c'est vrai, de produits en déchets qui polluent la nature. Ça, on y reviendra. Mais je voudrais commencer sur la base qui est le pneu. Et déjà, cette idée de pneu vert, alors ça sonne comme un oxymore, comme une contradiction. C'est quoi un pneu vert? Ça existe, ça? Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, un pneu consomme de l'énergie, a forcément une usure, et nous, on a un rôle de préconisation pour adapter le meilleur pneu, la meilleure marque, à un type de véhicule, à un type de conducteur également. Et donc, en fonction de ses appétences et de ses kilomètres annuels parcourus, on lui préconise la marque qui s'usera le moins rapidement possible et qui polluera le moins possible également. Est-ce qu'il y a des recherches, des innovations pour sortir d'une matière première pétro-sourcée, on va dire? Pas beaucoup pour l'instant. Pas beaucoup, c'est pas mature? Non, du tout. Non. Quelques prototypes par certaines grandes marques mondiales, mais qui échouent à aujourd'hui et qui sont loin de la consommation globale et mondiale qui est la nôtre à aujourd'hui. Donc c'est des prototypes, encore une fois, mais le pneu vert, pour l'instant, n'existe pas réellement. Alors on va lister un certain nombre de
de conseils que d'ailleurs vous donnez dans votre livre « Laissez-nous rouler sans stress ». Alors je commence par la pression des pneus. J'y ai pensé ce matin, je venais faire l'émission, j'ai vérifié la pression des pneus de ma voiture. Avec ce chiffre qu'on a trouvé source Union européenne, la sous-pression des pneus responsable de plus de 20 millions de litres de carburant brûlés inutilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà une piste de progrès, toute bête, et évidemment c'est ce que vous faites systématiquement dans vos garages. Oui, complètement, et c'est quelque chose que le consommateur ne sait pas forcément, mais rouler avec un pneu sous-gonflé use et consomme beaucoup plus de carburant et use également beaucoup plus le pneumatique, plus rapidement. Sa bande de roulement frottant plus sur le bitume, il va l'user plus rapidement. Donc à la fois pour l'aspect environnemental et pour l'aspect pouvoir d'achat, c'est pas un bon schéma. Donc on préconise nous le bon gonflage selon le type de véhicule, bien entendu. L'éco-conduite, ça veut dire quoi l'éco-conduite? Alors c'est un vrai sujet, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. C'est une solution pour la suite. C'est-à-dire qu'on a souvent en opposition l'écologie et l'économie par rapport au pouvoir d'achat. Et l'éco-conduite pourrait être récompensée, je pense. Aujourd'hui, les véhicules ont une électronique embarquée qui permet de savoir la consommation que vous faites, si elle est écologique, environnementale ou peu ou pas du tout, selon les cas. Et on pourrait donner un bonus qui pourrait se transformer en points ou éventuellement sur des remises ou peut-être un taux de TVA réduit sur l'entretien de son véhicule aux bons utilisateurs avec une démarche environnementale sur leur véhicule en termes de conduite. Est-ce que ça, par exemple, j'imagine si vous écrivez ça, c'est que vous devez y réfléchir, ça supposerait pour un groupe comme Point S un partenariat avec des marques automobiles? Vous pourriez faire partie d'une logique de gratification de l'éco-conduite? Absolument. On soulève beaucoup et souvent avec les constructeurs une possibilité de rapprochement en termes d'impact par rapport à l'environnement. Pour l'instant, sans beaucoup de succès, il faut le reconnaître. Il y a deux mondes dans l'automobile. Vous avez le monde de la construction et le monde de la réparation. Et on aimerait bien que les deux se rapprochent un petit peu également. Et puis, il y a les pouvoirs publics, bien entendu, sur lesquels on souhaiterait les sensibiliser davantage. On peut parler de la loi Montagne également, qui a fait beaucoup de bruit, mais pour finalement pas grand-chose, puisque le décret, même s'il est applicable, il n'est pas suivi et contrôlé. Et donc, les gens n'utilisent peu encore. Ça veut dire que vous envoyez très peu l'effet de cette loi Montagne qui oblige à adapter ses pneus, évidemment l'hiver, notamment dans les régions les plus concernées, c'est ça? Alors, il y a 3 ans, quand elle a été lancée, on a eu un vrai impact. Beaucoup de consommateurs qui sont venus pour faire changer leurs pneus dans des régions hiver. Et puis depuis, ça s'est dilué. Mais le consommateur en France est latin, j'ai envie de dire. Quand vous ne l'obligez pas, il ne fait pas. Et ce qui est normal aussi. S'il n'y a pas de sanction, il ne bouge pas. Non, alors malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre un événement météorologique gravissime qui bloque des gens une nuit, peut-être même plusieurs nuits dans leur véhicule, voire des accidents, ce que je ne souhaite bien sûr pas, pour que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il faille appliquer ce décret de façon nécessaire et obligée à chaque pré-hiver pour qu'on ait une sécurité maximum auprès des automobilistes. Est-ce que quand on roule en hybride ou en voiture électrique, il y a d'une certaine façon une incitation à l'éco-conduite ou je peux poser la question différemment, une conduite différente à apprendre, quoi? Oui, absolument. Alors surtout en hybride, qui est un peu l'effet montant aujourd'hui dans le parc auto en France, alors que l'électrique a du mal à percer, on y reviendra peut-être. La consommation, elle est aussi due au poids du véhicule. Les véhicules ont pris du poids ces dernières années, les nouveaux véhicules qui sortent. Et alors maintenant, avec les véhicules électriques et les batteries embarquées, bien évidemment, ils sont consommateurs. C'est toujours le même impact sur l'écologie et l'environnement. On veut faire de l'électrique pour avoir moins d'impact, ce qui est très bien et vrai. Sauf que le véhicule qui pèse parfois 1,5 fois son poids d'origine a un impact et forcément va user plus les pneus par exemple également. Du carburant également. Ça veut dire qu'il faut des pneus spécifiques quand on par exemple, moi je pense que c'est pas très logique d'avoir un SUV électrique, mais ça je pense que ça devrait être réservé aux plus petites voitures. Mais bon, ça existe. Il faut avoir des pneus spécifiques quand on a une voiture très lourde. Oui, sur des voitures très lourdes, des SUV notamment. Il y a des pneus que les manufacturiers sont en train de créer de façon à argumenter le poids du véhicule par rapport à la qualité du pneumatique. Après, encore une fois, il y a des effets de mode, comme le pneu 4 saisons également, sur lequel nous, on est plutôt réfractaires, parce qu'on pousse l'automobiliste à avoir un seul pneu, alors qu'en fait, il va l'user plus rapidement sur route sèche, et il sera moins utile qu'un pneu hiver sur route enneigée. La longévité des pneus, est-ce que ça a beaucoup progressé? Est-ce que c'est encore un facteur de progrès? Parce qu'évidemment, plus il dure longtemps, alors c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, alors pour nous, mais c'est une bonne nouvelle pour la planète.
Oui, absolument. Il y a des efforts qui sont faits par les fabricants. Au final, peu de résultats. Ouais. Le parc roulant vieillit en France, notamment en Europe également. Et les gens consomment de plus en plus de pneumatiques également. L'arrivée des véhicules électriques va accélérer ce mouvement. On aura encore plus de consommation de pneus. C'est le produit qui va s'user le plus rapidement sur un véhicule électrique. Donc on est loin d'un pneu écologique, encore une fois, qui rattache quand même le véhicule à la route. C'est dans l'esprit ou dans l'état d'esprit de conscience notamment du consommateur, de l'automobiliste, où le pneu a évolué. C'est plus seulement un rond noir qui pollue et qui sent pas très bon. C'est aussi un élément de sécurité, de confort également pour son véhicule et ceux qui le transportent également. Ouais. Laissez-nous rouler sans stress, c'est ce que vous disent vos clients ? Oui, déjà ils viennent chez nous avec une rassurance de proximité déjà, parce qu'on est une enseigne proche. Ouais. On a en France 665 points de vente, donc on essaie d'être au plus proche physiquement de nos clients, particuliers et professionnels, parce qu'on a beaucoup de clients professionnels également, et puis de leur rendre un service adapté. Vous voyez, pour changer des pneumatiques, il faut questionner le client, toucher la bande de roulement de son pneumatique, savoir combien de kilomètres il parcourt par an, quel type de route il emprunte, pour lui donner la bonne information et la bonne... Je vais être très honnête avec vous, moi je regarde que le prix. Pourquoi c'est une erreur ? Alors, le prix, c'est comme une paire de chaussures. Si vous achetez que par rapport au prix, elle vous durera moins longtemps. Et elle vous lie aussi à la route quelque part. Donc, il faut quand même une chose bien adaptée, entre guillemets, pour des véhicules de plus en plus technologiques, de plus en plus lourds. On l'a dit il y a quelques minutes. Et il faut adapter son type de pneu, de chausse, par rapport à son véhicule, par rapport à son type de conduite également. Donc, il y a des produits, on vend par exemple nous un pneu.s qui permet d'avoir le bon rapport entre le prix et la qualité, mais privilégier quand même la qualité, parce que c'est aussi un élément de sécurité, le pneu, c'est ce qui relie le véhicule à la route, donc c'est un élément sécuritaire, donc on ne badine pas avec la sécurité. Un extrait de votre livre, on choisit toujours une citation dans cette rubrique « Prêt pour l'impact ». Il y a un fossé entre la vision fantasmée du tout vélo et le besoin impérieux d'une majorité de Français de continuer à se déplacer en voiture. Pourquoi opposer ces usages ? Voilà ce que vous écrivez dans votre livre. Vous en avez marre de l'auto-bashing ? Oui, complètement. L'automobile a été mis un peu de côté, et trop, parce que ça reste premièrement une des plus belles inventions de l'homme aujourd'hui. Elle permet de transporter les personnes, des marchandises également. Et deux, je pense qu'on est allé trop loin dans la démarche. Bien sûr qu'il y avait des efforts à faire. Je pense qu'ils ont été faits. Il reste encore quelques-uns à faire. Mais, et c'est une des solutions que je propose dans le livre également, l'addition de différents modes d'utilisation de la voiture pour se transporter à une gare TER par exemple, pour ensuite prendre un transport en commun et puis finir son trajet jusqu'à son travail en véhicule vélo ou trottinette électrique. C'est une des solutions qu'on propose. D'ailleurs, dans beaucoup de nos centres, on vend des trottinettes électriques et des vélos électriques. On les loue même dans certains points de vente pour aider le consommateur à avoir cette démarche environnementale qui conjugue et non pas sépare les différents modes d'utilisation d'un véhicule, qui soit à 2 ou à 4 roues. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui disent l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves par l'Europe en 2035, c'est trop rapide, trop général, vous voyez ce que je veux dire, trop brutal ? Oui, complètement. C'est non seulement trop rapide, mais c'est pas adapté aux consommateurs d'aujourd'hui. Il y a quelques communes en France, des grosses agglomérations, Lyon en fait partie, qui, vous l'avez entendu, suppriment les critères 3 dans les centres-villes. Bon, qui utilise un véhicule à critère 3 ? Principalement des gens qui ont un faible pouvoir d'achat. Or, ils ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école le matin. Oui, mais alors, comment il faut être plus incitatif que coercitif, c'est ça ? Absolument. Nous, on préconise d'avoir des aides, des soutiens, des bonus, pourquoi pas, j'en parlais tout à l'heure, sur l'équipement, sur l'entretien d'un véhicule, même critères 3 ou 4, qui permettent la transformation de ce véhicule pour des normes environnementales légitimes, mais qui aident le consommateur à pouvoir se les payer. C'est comme l'idée de dire, on achète un véhicule neuf et électrique pour tout le monde, c'est bien, mais il coûte 20, 25, 30% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc les 10 ans qui nous séparent de 2035 vont durer, à mon sens, un peu plus longtemps. Ouais. Est-ce que les véhicules thermiques, alors il y a les pneus, mais pas que ça va vous donner moins de travail en termes d'entretien et de réparation ? C'est tout à fait le cas. C'est une vraie question ? C'est une vraie question. On dit couramment qu'il y a à peu près 40% de pièces en moins sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Donc une enseigne comme la mienne se réadapte, se réinvente également sur d'autres services. On s'est lancé par exemple sur le vitrage, on répare, on change des pare-brises aujourd'hui chez .s. Sur l'écomobilité, je parlais tout à l'heure de vélos, de trottinettes, de scooters électriques également. Je fais une parenthèse, l'internationalisation de notre enseigne nous permet justement d'anticiper ces phénomènes.
On est par exemple très présent en Chine et en Asie, et on sait en général, il se passe des événements 5-6 ans en amont, un peu en Asie, qu'ils arrivent ensuite en France. Ouais. Ça nous a permis d'anticiper cette démarche. Et puis on s'est lancé récemment sur la vente de véhicules neufs, également à 0 km, qui nous permet à la fois de vendre un véhicule 0 km à un consommateur, de lui faire la reprise de son véhicule, le financement et la réparation, bien entendu. Vous vendez des diesels encore ? Bien sûr, on vend encore des diesels. Il y a une demande forte ? Il y a encore une demande forte, c'est plus de la moitié du parc encore aujourd'hui. Donc la fin du diesel, c'est pas encore pour demain. Et encore une fois, il faut assimiler l'environnement avec le pouvoir d'achat. Et parfois, c'est pas toujours complémentaire. Alors, dans cette interview long format, il y a une rubrique, la question posée par l'invité de la semaine précédente. C'était Julien Tchernia, le cofondateur et président d'Équateur. On écoute sa question. Ravi de pouvoir vous poser une question. Moi, pendant je suis allé beaucoup quand j'avais des voitures. J'ai cherché sur Internet toutes les mesures RSE que .s prenait et j'ai malheureusement rien trouvé. Or, vous êtes une industrie qui récupère énormément de déchets, comme les pneus, comme de l'huile. Et donc, ma question, c'est simplement qu'est-ce que vous faites de ces déchets ? Comment vous en minimisez l'impact environnemental ? Alors, je vais vous laisser répondre à la question générale, comment vous minimisez l'impact, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais alors, je retiens la première partie de la question de Julien Tchernia. En tout cas, il n'a pas trouvé, pas de communication sur ces actions de recyclage. Pourquoi ? Alors, on en a pourtant, on les fait peut-être pas assez montrer. Dans nos points de vente, tout d'abord, encore une fois, pour être une enseigne de proximité, dans nos points de vente, vous trouvez des affichages qui rassurent le consommateur sur la récupération et l'élimination de tous les déchets qu'il nous amène dans notre centre avec son véhicule. Donc, on va peut-être prendre la question comme un point et améliorer notre communication dessus, mais plutôt que de le dire, on le fait plutôt bien. Je le disais tout à l'heure, on a participé activement à la récupération avec des filières organisées et l'élimination de la quasi-totalité des déchets. Alors de quels déchets on parle ? Alors bien sûr, encore une fois, du pneumatique. Oui, alors il y a une filière de recyclage des pneus. Absolument, soit en France, soit parfois à l'étranger également, qui permettent de recycler dans des fonderies par exemple, sur des routes également pour stabiliser certaines routes également, pour faire du gazon synthétique. Bref, il y a tout un tas de solutions qui permettent de récupérer la quasi-totalité des éléments. Je lisais chaque année plus de 500 000 tonnes de pneus usagés qui sont recyclés. C'est quoi ? C'est 80, 90%, 95%? Oui, on est plus de 90% des pneus aujourd'hui qui sont recyclés. Pneus tourisme, mais également poids lourds, agricoles, etc. Donc c'est une vraie filière organisée avec quelques sociétés parallèles qui sont en relation avec les pouvoirs publics et qui ont organisé une collecte du pneumatique, mais aussi de la ferraille ou de l'huile usagée également. Oui, ça vous rapporte de l'argent ou ça ne vous en coûte pas ? Est-ce que vous les vendez, ces pneus usagés à la filière ? Non, ça ne nous en rapporte plus depuis très longtemps. À une époque, c'était le cas, mais elle est bien lointaine. C'était à l'époque où on vendait des pneus encore d'occasion. Elle est bien révolue aujourd'hui. Et puis, pour elle, c'est une enseigne de renom, donc on ne se permettrait pas de le faire et on ne le fera pas. Par contre, le consommateur, et ça, c'est la législation et la Commission européenne qui l'a décidé, cotise quelque part dans l'achat d'un produit neuf pour l'élimination et la récupération de ce même produit quand il arrive en déchets. C'est comme pour les frigidaires et autres, c'est le même système qui est en place aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis sur nos factures un montant décalé qui permet bien aux consommateurs de contrôler, de vérifier. Donc vous voyez, même si on ne le fait pas bien apparaître, on le fait voir quand même quand il paye en tout cas, qu'on a une démarche RSE et qu'il y contribue également. Alors, donc il y a le recyclage des pneus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déchets naturels, quotidiens que vous recyclez? Est-ce que les filières sont matures? Oui, elles sont carrément matures aujourd'hui, ce qui transforme un peu l'image du garage négatif qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a la ferraille. Plaquettes, disques, amortisseurs, etc., échappements, on en change encore un petit peu. Et puis il y a l'huile usagée également, qui arrive également avec des filières à être totalement récupérée, éliminée, et dans des normes environnementales respectueuses, encore une fois, de l'environnement. Si on parle des déchets ou de la pollution liée notamment aux pneus, il y a une question qui est quand même une question importante, qui est la question des microplastiques. Les microplastiques perdus. On peut peut-être expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que quand un pneu roule,
naturellement, il laisse sur la route et donc dans notre environnement des microplastiques, c'est ça? Oui, complètement. Alors c'est plus une solution de constructeur que de réparateur, puisque nous on a un impact très limité, puisqu'on n'est pas à l'origine de la construction d'un pneumatique. Et je pense justement que plutôt d'avoir des effets de communication, je reviens sur le pneu 4 saisons par exemple, les constructeurs devraient se pencher encore un peu plus sur cet aspect de déchets qui partent en particules dans l'environnement et qui restent quand même nocifs pour l'environnement et la logique environnementale que tout le monde a. Et ça, c'est pas un problème qui est réglé aujourd'hui. Il y a des améliorations. Il y a des RSE qui sont partagés également entre fabricants, qui leur permettra, je pense, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui, d'avoir une élimination totale et des risques très limités. Mais on est encore dans une phase d'appréhension et pas totalement révolue de l'apprentissage d'un pneumatique qui reste un produit consommable et qui s'use et qui forcément quand on use quelque chose, eh ben, il y a des particules qui restent dans l'atmosphère. Alors là aussi c'est pas de votre fait, c'est du fait des constructeurs, mais vous nous disiez tout à l'heure que le pneu décarboné, ça existe quasiment pas aujourd'hui. Est-ce que voilà, avec ce livre, vous avez une sorte de poste d'observation du secteur qui est vraiment très, très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne dépensent pas assez d'argent en recherche et développement? Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas vraiment de solution viable? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont dégradables et qui se dégradent comme on le souhaiterait. Nous, on pousse quand même, encore une fois, en tant que réparateur, on arrive après la chaîne de construction, de fabrication d'un pneu, à limiter l'usure d'un pneumatique. Parce que finalement, comme beaucoup de produits, moins vous l'usez, moins vous le remplacez, et moins vous le remplacez, et plus vous êtes contributeur à l'aspect environnemental qui est dans l'esprit de tout le monde. Donc, le fait de venir dans un point S va permettre à un consommateur d'être assuré ou au contraire d'avoir à changer ses pneumatiques, parce qu'il y a aussi un niveau minimum, c'est 0,7 mm de la bande de roulement, qui ne doit pas être dépassé en moins. Donc on conseille parfois de changer, parfois de garder. Et je pense que c'est un vrai conseil de professionnel. Et je pense qu'une enseigne mature aujourd'hui, quel que soit son mode de distribution et le produit qu'elle vend, doit avoir cette démarche professionnelle qui joue aussi sur l'environnement au final, alors que nous sommes qu'un contributeur modeste, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas à l'origine, à la fabrication du produit. J'ai lu qu'il y avait des recherches sur le pissenlit russe. Oui, alors. Ça m'a fait rire, je ne peux pas ne pas poser la question, je ne sais pas où ça va nous mener, le pissenlit russe. Je ne sais pas s'il vient de Tchernobyl ou d'ailleurs, mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les fabricants. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions trouvées. L'EVA, qui est l'origine, la source du caoutchouc, pour l'instant, a peut-être d'autres dérivés qui sont en recherche et en développement chez beaucoup de fabricants. Pour l'instant, la solution globale et générale, contrairement au carburant, puisque l'éthanol sont des solutions qui peuvent venir et compléter, pas compenser, mais compléter l'électrique, ça avance un peu moins vite côté pneumatique à aujourd'hui. Autre action pour décarboner nos mobilités, les pièces de réemploi. Je crois que c'est une obligation depuis un peu plus de 5 ans. C'est ça. On en est où? Déjà, si on peut faire un bilan d'étape. Alors, la Commission européenne a souhaité qu'on puisse proposer à l'automobiliste des pièces qui ne soient pas des pièces neuves, mais comme neuves, et qui soient réadaptées en fonction de leur véhicule et du produit qu'ils recherchent. Aujourd'hui, on a des appels d'offres des ministères, des pouvoirs publics, qui nous obligent à y répondre, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, nous dans nos ateliers, même si Point c'est une enseigne premium qui essaye de vendre des produits de marque et de qualité, on a aujourd'hui un système de réemploi de la pièce de rechange, de réparation, qui est optimum, je pense, là pour le coup. On parlait des fabrications neuves, mais le réemploi fonctionne et fonctionne bien en France. Il y a des filières qui se sont organisées, il y a des sociétés qui fonctionnent bien également et qui font qu'un produit remanufacturé à la quasi même qualité qu'un produit neuf, vendu 20 à 30% moins cher quand même. Ce sont d'autres fournisseurs, c'est vraiment deux filières différentes. Il y a le neuf et le léger. Il y a des anciens casseurs, vous voyez des vieilles casses pas très propres, etc., qui sont complètement réorganisés et se sont mis sur ce métier-là, qu'ils ont modernisé, formatisé également, et puis surtout par rapport à l'environnement, ils essayent aussi de veiller à respecter l'environnement et perdre le minimum de produits entre la récupération et la remanufacture d'un produit usé. Ça pourrait être
une filière de développement pour Point S, de faire ce métier finalement? Alors, nous, on n'est pas trop dans la fabrication, la refabrication, mais pour les batteries électriques, par exemple, il y a un marché qui va s'ouvrir dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il est encore naissant, donc trop peu présent, mais on y pense, on réfléchit chez Point S à intervenir sur les batteries pour les changer. Ça, c'est déjà dans la formation de nos équipes en cours, mais également, pourquoi pas, les réparer et puis les moderniser s'il y a besoin également à terme. Ça, il y a un vrai marché qui va s'ouvrir, parce que même si l'électrique mettra peut-être un peu plus de 10 ans, il arrivera. Ça ne sera peut-être pas le seul de mode de carburant des véhicules de demain, mais il aura un poids, une présence très forte dans les années à venir. Avec, on parlait du poids des véhicules électriques et de l'incidence notamment sur les pneus. Quand même, il y a des progrès sur le poids des batteries. Est-ce que vous le voyez, ça? Oui, alors ils sont en cours d'élaboration. C'est un peu tôt encore pour le voir, mais c'est un peu comme nos téléphones portables il y a 20 ans qui pesaient bien plus lourd qu'à aujourd'hui. Je pense qu'on aura la même démarche. Et puis, il y a peut-être d'autres systèmes comme l'induction, par exemple. Pourquoi pas imaginer que demain, un véhicule rentre dans un atelier Point S ou autre, et puis par un système d'induction, puisse être rechargé en quelques secondes, parce qu'il y a aussi la durée d'autonomie, mais durée de recharge également d'une batterie aujourd'hui. On voit bien qu'on est dans une avancée, mais qui n'est pas totalement sécurisée à aujourd'hui et finalisée. Donc ça fait partie des services que vos garages pourraient proposer, c'est ça? Absolument. Je pense qu'on doit être un prestataire au sens large du terme. C'est pour ça que je parlais de différents métiers, produits, services que nous rendons à nos clients. On doit s'ouvrir. Et un client, on doit pouvoir lui rendre un service total pour son véhicule chez nous. Assurance, lavage, pourquoi pas, carrosserie, pourquoi pas, c'est des métiers qu'on n'a encore pas testés chez nous mais qui pourraient arriver, comme on en fait d'autres, comme l'entretien, comme la réparation, et puis comme les batteries ou comme les ventes de voitures à 0 km ou l'écomobilité également. Merci beaucoup Christophe Rollet. Vous publiez, je le rappelle, Laissez-nous rouler sans stress, c'est aux éditions Descartes et compagnie. À très bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.